Voilà, donc je suis en compagnie de Gilles de Villeneuve, qui nous reçoit dans son cabinet à Boulogne. Et puis je suis accompagné de Patricia Roffet, qui est également astrologue et qui vient du 13e arrondissement, à côté de notre siège, la rue de la Providence. Et bon, ça m'a paru intéressant de... Madame Roffet, j'ai déjà eu un entretien avec elle, elle m'a expliqué, donc c'est vous. Mais enfin, ça m'a paru intéressant d'avoir une confrontation avec, à un certain moment de la discussion, avec une tarologue traditionnelle, enfin, ou plus traditionnelle. Donc, donc d'après ce que j'ai compris, les gens d'abord, quand ils viennent vous voir, ils ne savent pas, sauf si c'est un bouche-oreille, ils ne savent pas exactement ce que vous allez leur proposer en fait. Alors, moi je ne fonctionne que par bouche à oreille, donc quand même la plupart des gens qui viennent ici ont déjà une idée de la palette d'activités que je veux proposer. Ah, d'accord. Parce que je ne fais jamais de publicité, là c'est la première fois que j'accepte d'être filmé. Je vous remercie, monsieur. Et d'être mis sur Internet. Moi, l'important pour moi, c'est de situer toujours le tarot par rapport à l'individu. Donc que je le fasse en tirage de cartes, que je le fasse en thérapie, ou que je le fasse en dehors du tarot par les soins que je donne, c'est toujours centré sur l'autre. C'est-à-dire que je ne suis pas adepte de l'événementiel, il va vous arriver ici, vous allez gagner au loto, les choses comme ça. Moi, ça ne rentre pas dans ma perspective du tarot. Et d'autre part, pour moi, le tarot ne doit pas être seulement un tarot divinatoire, mais doit être aussi le langage ésotérique qu'il contient, tout le travail de la symbolique, toutes ces choses-là. Donc, au niveau du tarot, moi j'ai beaucoup travaillé sur la symbolique même du tarot, de manière à pouvoir définir chaque élément de chaque carte en travaillant sur l'ancien tarot de Marseille, de chez Griveaux, pour ne pas faire publicité, parce que je pense que c'est certainement un des tarots les plus purs et sur lequel on peut avoir des bases relativement solides de construction. Bien sûr, on n'a pas de paternité du tarot, on ne sait pas vraiment qui l'a créé. L'origine, on l'ignore un peu. Il a été manipulé, enrichi par différentes civilisations, religions, enfin par beaucoup de personnes. Mais en tout cas, l'ancien tarot de Marseille, lui, a des caractéristiques qui me paraissent plus dans la norme de l'époque, c'est-à-dire par exemple n'avoir que 7 couleurs, parce que je pense qu'à l'époque, la variété de couleurs était difficile à obtenir, on le voit dans les vitraux des cathédrales par exemple. Donc c'est pour ça que je travaille sur cet outil-là. Donc la partie purement divinatoire, moi je mets pas beaucoup de guillemets, parce que j'aime pas beaucoup ça, je travaille sur la roue astrologique, c'est-à-dire je tire les 12 maisons en arcane majeur, et après, arcane majeur, arcane mineur, encore deux tours, de manière à travailler sur 36 cartes. Et à la fin de cette lecture, je réponds encore aux questions de la personne. Alors, excusez-moi donc de vous poser cette question, donc, parce que cette utilisation des 12 maisons, que pratique également d'ailleurs Madame Roffet, puisqu'on a filmé l'autre jour justement un tirage à ce sujet, quel est le contenu de ces 12 maisons? C'est exactement les mêmes maisons qu'en astrologie. Donc il y a quand même un côté, alors c'est pas divinatoire, mais enfin ça va quand même orienter sur certains secteurs. C'est-à-dire on va voir, chaque maison va avoir, disons, un sujet maître. Oui, donc si quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, la maison Dieu en maison 5, ça a un rapport avec le secteur 5 en astrologie, enfin bon. Absolument. Et donc est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas déjà dans une forme de divination quand même quelque part Il y a une forme de divination. Après, tout va dépendre de la manière dont vous allez présenter cette maison Dieu en 5 à la personne qui sera en face de vous. Si vous êtes purement dans le divinatoire, vous allez lui parler peut-être d'un bouleversement dans ses projets ou dans sa créativité. Si vous êtes plus dans le psychologique, vous pouvez lui parler d'une prise de conscience au niveau du développement qu'il doit mettre en place. Après, tout va dépendre. Mais lié au secteur en question. Mais lié au secteur. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que les cartes sont vivantes. Enfin, moi, je dis qu'elles sont vivantes. Donc, par exemple, les cartes d'argent ne vont pas spécifiquement sortir dans la maison d'argent. Donc après, il va falloir parler peut-être de valeurs personnelles, ou c'est pas forcément que l'argent, de la valeur matérielle. Ça peut être la richesse de la personne, ou la richesse des rencontres, la richesse de la période, des choses comme ça. Donc il y a quand même si on a des maisons qui nous orientent sur un type d'activité particulier, il faut quand même rester très souple. On ne peut pas extraire
La maison d'argent pour une personne, c'est qu'une partie de l'ensemble de sa vie. C'est pour ça que moi je pratique toujours la maison astrologique, même pour des personnes qui viennent en ayant un problème, soi-disant un seul problème particulier, Oui. parce qu'ils sont tellement focalisés sur ce problème-là leur vie se réduit à ce problème-là. En reposant une roue astrologique, on peut réaborder tous les problèmes de la vie et réinsérer leurs problèmes soi-disant importants dans un contexte de vie. Oui, je comprends. Et à partir de là, il est peut-être pas aussi important, ou peut-être que son origine n'est pas où on croyait au départ. Donc en fin de compte, vous avez utilisé les 12 maisons parce que elles couvrent un champ extrêmement large de situations. Et donc par conséquent, c'est une sorte de checking list, c'est-à-dire qu'on on couvre tout et on va parler on va pouvoir recadrer dans l'ensemble des possibilités. Exactement. Et des problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Roffet, de cette utilisation un peu différente du tirage des 12 maisons? Bien sûr, c'est différent, mais ça se rejoint. Forcément, tout est fluctuant, tout bouge. Le mot vivant est excellent d'ailleurs. C'est pas statique. Non. Et c'est pas effectivement, pour prendre votre exemple, si une carte qui parle d'argent sort dans un autre domaine, elle va pas nous parler d'argent, sans doute, dans ce domaine. Il y a d'autres interprétations. Mais malgré tout, c'est vrai que moi je ne peux pas m'empêcher de penser que... alors finalement, est-ce que ça signifie que, Monsieur de Villeneuve, est-ce que ça signifie que la personne qui a tiré ces... Parce que finalement, oui, je vais vous demander aussi comment vous faites faire le tirage. Vous étalez les cartes, comment vous faites exactement? Alors, ça se passe en deux temps. Donc le premier temps, la personne prend les 22 arcanes majeurs qu'elle bat ou qu'elle mélange à plat. Et elle donne donc 12 arcanes qui sont... Elle ne les voit pas, c'est ça? Non, elle ne les voit pas. C'est du tirage à l'aveugle. Voilà, d'accord, oui. Donc, comme au départ, on a 22 arcanes. Quand elle m'en a donné 12, les 10 arcanes restantes, je les mets dans les arcanes mineures, parce que j'utilise aussi les arcanes mineures pour ces tirages-là. Oui. Et elle me redonne encore une fois 12 et encore une fois 12. Et donc, il y aura aussi des arcanes mineures dans le deuxième groupe? Oui. Mais il peut y avoir aussi, comme il reste 10 arcanes majeures, ils peuvent ressortir. Oui, c'est ça. Nous donner des maisons qui sont à 1, 2 ou voire 3 arcanes majeures qui vont représenter donc les nœuds du tirage où il va se passer vraiment quelque chose d'important. Mais alors, comment vous... c'est une question que j'ai discutée avec Madame Roffet. Comment est-ce que vous les présentez, ces cartes? Vous les présentez côte à côte ou en éventail? Comment ça se passe? Quand je les présente, c'est très simple. Là, non, mais c'est-à-dire que, quelles sont les conditions qui sont offertes aux clients ou aux patients pour tirer ces cartes? Parce que quelle est la présentation? Tout simplement sur le tapis. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me gêne un petit peu parce que on a vraiment l'impression que on a du mal à croire que la personne que si je choisis la carte un peu plus à gauche, un peu plus à droite, ça va faire une différence. Alors, j'ai pas une réponse scientifique à vous proposer, mais par contre, au début de mon activité, je me suis amusé avec plusieurs personnes que je connaissais à faire successivement plusieurs tirages. C'est-à-dire, on faisait une roue astrologique, on rangeait tout, on en faisait une autre derrière. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes cartes qui sortent, mais la combinaison des cartes entre elles donne le même sens. C'est ça. C'est surtout un système qui a fait ses preuves, donc même si on n'a pas de réponse scientifique... Non mais ça, non mais c'est-à-dire qu'on pourrait... Moi je proposais plutôt qu'on les mette les unes à côté des autres, voyez-vous. Comme ça? Voilà. En ligne? Voilà. Comme ça, si, parce que quand même les gens, ils se demandent pas, tiens, on n'est plus à 1 centimètre près, vous comprenez, on est quand même... les gens, ils se demandent pas si je prends celle-là, etc. Là, ils vont me dire, je prends celle-là, je prends celle-là. Il y a une visibilité un peu plus grande, si vous voulez. Alors, je suis d'accord, mais ça donne une part de mystère aussi dans la présentation de la carte, parce que comme il y a ce large mouvement... Instinctif. Oui, et puis c'est un petit peu aussi une sorte de décorum quand on présente les cartes. Oui, oui. Ça fait un geste qui est large, où la personne... il y a un éventail, c'est quelque chose qui s'ouvre, il y a toutes ces symboliques-là qui sont intéressantes. Oui, oui, non, mais moi je sais que si je vais faire ça, je le ferai. Je donnerai des conditions un peu plus confortables à mes clients. Mais vous savez, à partir du moment où... Moi j'ai toujours un malaise quand je sors comme ça des cartes, ça m'énerve. Ça, quand on met les cartes en éventail, ça m'énerve. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils ont les cartes en éventail devant eux, qui les réétalent. Ah bon, d'accord, mais à ce moment-là, d'accord. Oui, d'accord. Mais on le fait pas, oui, mais on le fait pas toujours. Parce qu'on n'ose pas toujours. Oui, voilà, c'est ça. À partir du moment où c'est votre... Qu'est-ce que vous en penseriez si on
qu'on faisait, ça vous énerverait, non? Quand Non. qu'on casse l'éventail et qu'on les mette un peu comme on veut. Non, ça Et c'est rare. m'énerve pas, mais je pense que si ça s'est toujours fait d'une manière, Oui. il y a peut-être une signification, effectivement. Il y a peut-être des vibrations qui se passent, Oui. qui sont cassées si on les met bien côte à côte. Ouais. C'est-à-dire si c'est nous qui, en tant qu'interprétants, qui manipulons les cartes avant la Ah oui. personne, Oui, non, là mais- je pense que ça peut casser quelque chose. Oui. Si nous on les met en Si éventail et la la personne personne le fait après, elle les touche, donc elle donne son énergie Voilà, dedans, c'est son bon, domaine après. moi ça ne me dérange pas et je pense pas que ça... D'accord. Pour moi ça ne me pose pas de problème Moi en non tout cas. plus. Non, mais je veux dire que on a l'impression, si vous voulez, que bon, quand ces cartes sont empilées les unes sur les autres et très peu décalées, on a vraiment l'impression que ça se situe à 1 millimètre près. C'est-à-dire que bon. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont chercher des cartes cachées, Oui. des cartes qui Oui, qui par exemple. disent qu'ils Ah se oui, cachent. c'est ça. Si on les mettait côte à côte, ils seraient bien ennuyés. Oui, d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans la tête des gens quand ils disent. D'ailleurs, c'est un moment très particulier, n'est-ce Oui. pas, quand Oui. on va choisir une carte et on se dit, ah, mais je prends celle-là et puis pas celle-là et puis juste à côté. On voit quelquefois des personnes qui s'angoissent. Faut pas que je prenne celle-là. C'est-à-dire que l'enjeu apparaît quand même. Si vous voulez, il y a un enjeu qui est quand même important quelque part au niveau de ce qu'on va tirer comme carte. Et la façon dont cet enjeu est géré par ce choix en éventail, ça paraît un petit peu disproportionné, si vous voulez, parce que Mais il faut c'est penser- comme si on prenait une décision en faisant un truc complètement aléatoire et presque. Bah, c'est le principe. C'est le principe. Hein. C'est pas rationnel le choix justement. Oui, mais il faudrait peut-être pas en rajouter, je veux dire. Et il faut penser quand même que si des cartes, quand on pose nous l'éventail comme ça devant eux, l'ordre des cartes dans lesquelles elles se présentent a été défini par la personne qui vient consulter, puisque c'est elle qui a mélangé les cartes. Est-ce Donc, que vous les faites, déjà- elle fait pas toujours, on fait pas toujours mélanger les cartes en fait. Moi, je mélange moi-même. Ah oui. Non, parce que Moi, ça, c'est un point intéressant, Oui. que vous fassiez mélanger les Mais cartes. je sais qu'il y a les deux pratiques. Il y a Oui. des gens qui veulent pas que ce soit les consultants qui touchent leurs cartes. Moi, je préfère qu'ils donnent leur énergie, qu'ils détiennent. Ça leur donne un Sûrement, moment. oui. Oui, oui. C'est leur jeu, quoi. C'est leur Quoi qu'il appartient. en soit, les réponses sont Oui, oui. toujours Ah ben oui, ça se... absolument bluffantes. Donc, Mais ça permet, enfin moi j'utilise ça Oui. parce que je pense que ça leur permet de s'approprier le jeu un Oui. peu. Par contre, je ne fais mélanger que les arcanes majeurs. Je ne fais pas mélanger les arcanes Ah. mineurs. Alors ça a une importance parce que les arcanes majeurs pour moi représentent le consultant, la personne dans sa vie, alors que les arcanes mineurs représentent les éléments que la vie nous envoie. Donc on n'a pas le droit de dire à la vie tu m'envoies ça dans cet ordre-là. Donc il y a les deux options qui se les complètent. deux Ouais. qui se complètent. Il n'y a Oui. que les arcanes majeures que la personne Ouais, mélange. d'accord. Non, mais c'est des petits détails, mais ça permet de situer mieux, parce que c'est vrai que là on voit qu'il y a des options, effectivement. Et il y a quelque chose que je juge aussi important, c'est le temps de préparation. C'est-à-dire que le temps entre le moment où la personne s'assoit en face de moi, qu'elle prend le jeu en main, qu'elle le batte, qu'on commence à disposer les cartes, je fais toujours pour que ça aille doucement. Parce que c'est un peu le temps intermédiaire, la rupture avec le monde extérieur, le stress. Bon, ils sont arrivés plus ou moins bousculés en voiture ou en transport en commun. Là, ils ont 5 minutes où ils se posent, où on retourne au calme. On apprend aussi à se gérer l'un en face de l'autre autour d'une table, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Bon, puis moi, je suis morphopsychologue, donc ça me permet aussi d'avoir quelques secondes pour définir comment je vais parler à la personne, ce qu'il faut, quel type de mots je dois utiliser pour être sûr qu'elle comprenne ce que je lui dise dans le même langage. Ça, c'est mon temps privilégié. Puis après, on peut commencer l'interprétation. Mais j'ai toujours, les 5-10 premières minutes sont toujours très très calmes, très lentes. Et donc je vous disais ce qui m'intriguait dans votre façon de présenter les choses. Évidemment, ça ne m'intriguerait pas de la part de Madame Roffet, puisque elle se situe dans une approche divinatoire, donc claire. Maintenant, effectivement, vous faites quand même intervenir quelque chose d'un peu mystérieux dans votre travail, puisque les gens vont sortir des cartes, et puis ça va être en rapport avec... et puis ces cartes, ils vont non seulement les sortir, mais elles vont être attribuées à des domaines. Et ça, qui est-ce qui fait ça? Alors quelle est l'instance qui fait que ça marche comme ça? On est quand même dans le divinatoire. Même si c'est un divinatoire psychologique et avec l'intervention psychologique, on est quand même on fait appel au subconscient, on fait appel à un codage
il y a une espèce de... On pourrait presque parler de... Vous savez que moi j'emploie l'expression de la médiumnité du client. C'est-à-dire que le client, si le client choisit une carte, c'est qu'il est médium. Alors, Donc il est supposé être médium, puisque autrement son action n'aurait aucun sens. est-ce que c'est pas la carte qui est médium? Puisque être médium, c'est être au milieu. Donc Oui. la carte est au milieu entre le consultant et moi. Oui, mais c'est pas la carte qui se choisit elle-même. Enfin, je veux dire, à moins de vous Non, imaginer. mais l'interprétation qu'on va pouvoir en donner par rapport à la personne Oui. va dépendre quand même des deux, et du consultant et de la carte. Ça dépend des trois aussi, ça dépend aussi de vous. De nous aussi, bien sûr. C'est à trois niveaux. Mais moi, la médiumnité, c'est ça. La médiumnité, elle a été assez galvaudée. On pense que c'est des gens qui ont des... Bon. La médiumnité, c'est être conscient entre le subconscient et le vrai conscient. Oui. Donc, c'est être ça. entre les deux. Donc le client, on lui demande, à travers son choix de carte, de se connecter quelque part Avec lui-même. avec une partie lui-même qui est subconsciente. Qui est subconscient. Mais c'est pour ça aussi moi je ne pratique pas, c'est absolument pas une critique ce que je vais dire, mais parce que je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je ne pratique pas les tarots en bout de table, ce que j'appelle les tarots en bout de table, c'est-à-dire au bout d'un déjeuner, vous faites quoi? Ah, vous êtes tarologue? Ah, bah alors, attendez, j'ai un petit jeu, on va sortir 4 cartes et on fait ça comme ça. Moi non plus. Oui, c'est pour ça que je tenais à préciser. Si on décide de tirer les cartes, il y a un temps à se donner pour faire ça. Qu'on le fasse dans un café, qu'on le fasse, ça ne me dérange pas du tout. Mais les bouts de table comme ça, où on relève la nappe pour faire les tarots, je trouve ça, c'est vraiment du gâchis. Oui, c'est un petit peu n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que quand vous dites que la personne qui vient nous consulter est médium, en réalité, ce qu'on lui demande, c'est d'être posée et en accord avec elle-même pour pouvoir tirer les cartes. Oui, c'est simplement, oui, c'est ça. Mais c'est la question de savoir à partir de quel moment commence la divination. Déjà, cet état particulier de mise en contact la avec divination, elle est permanente dans la vie. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas seulement autour d'une table de tarot, elle est permanente. Voilà, donc on ne peut pas l'évacuer en fait. Non, on ne peut pas l'évacuer. Puis heureusement. Ouais. D'ailleurs, la richesse de la vie. D'ailleurs, justement, je discutais récemment au niveau de la terminologie, c'est-à-dire comment désigner quelqu'un qui... quel métier ça correspond? Quelqu'un qui pratique de l'astrologie, de la numérologie, du tarot, de la morphopsychologie, quel est le nom qu'on pourrait donner pour signifier que cette personne a ces genres d'activités? Ça, c'est très très compliqué parce que si on prend rien que... Bon, moi je suis pas astrologue, mais quand on prend rien que le tarot, il y a tellement de personnes qui font des choses différentes avec le tarot que ça me paraît difficile de mettre un nom générique sur toutes ces activités-là. Moi, quand on me demande ce que je fais, je parle d'accompagnement. Oui, je fais de l'accompagnement psychologique. Bon, alors j'ai un outil qui peut être le tarot en tirage, j'ai un outil qui peut être le tarot en thérapie. J'ai un outil qui est des soins avec des couleurs. Et vous, comment vous définissez, Madame Roffet? Moi, je me définis l'ensemble de votre tarologue. activité. Même si vous faites autre chose que le tarot ou... Oui, mais la ça reste... numérologie du nom et du prénom. Mais alors ça, c'est sous la couverture tarot. Non, tarologue, numérologue. Oui, c'est ça. Donc il y a une énumération possible, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si il serait pas... Parce qu'il y a une dispute à ce niveau-là. Par exemple, il serait bon de trouver un mot qui regroupe l'ensemble. Alors, parfois, il y a un mot qui est un peu choquant qui est utilisé, c'est le mot voyant. Ah oui, ça c'est choquant, c'est vraiment choquant. C'est choquant, mais effectivement, c'est un mot qui s'est imposé. Les guides, par exemple, quand on dit les guides des voyants, on sait très bien qu'il n'y a pas que des voyants. Guide de la voyance. Donc c'est un terme qui s'est imposé. Bon, parfois le mot astrologue aussi est un mot qui recouvre beaucoup de choses éventuellement, hein. Mais il y a une espèce d'ambiguïté au niveau de la terminologie. Récemment, j'ai proposé un mot encore plus bizarre, c'est le mot prophète, qui est utilisé au XVIe siècle dans le sens de quelqu'un qui parle un petit peu dans l'ensemble. Enfin, je sais pas. À un moment donné, il faudrait trouver un mot qui désigne globalement ces personnes qui prétendent, à travers différents supports et outils, qui prétendent traiter de... La voyance, le terme être voyant, moi je trouve que c'est particulièrement réducteur parce que ça donne l'impression qu'on a un pouvoir que la personne qui vient nous consulter n'a pas. Donc moi je vois et vous êtes aveugle. En gros c'est un petit peu ça. Et moi déjà ça me dérange.
Et puis surtout, parce qu'il y a une terminologie de certaines personnes qui pratiquent notamment le tarot, et qui disent « Ah, je vois ». Oui, c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais tendance à dire ça. Parce que sa grand-mère faisait déjà du... les cartes. Oui, c'est ça, on voit les cartes, mais Donc, on ne voit pas forcément. Bon, Ouais. bien sûr qu'on a des images, on a des choses qui nous viennent, mais je pense que c'est ça qui a fait qu'on appelait les voyants. Parce qu'il y avait cette espèce, bon, on voyait au-delà. Je me suis posé la question, je me suis dit, il faudrait que j'emploie un autre terme, mais je n'ai pas trouvé, enfin, je n'ai peut-être pas assez cherché. Mais c'est instinctif. Je vois parce qu'on les a sous les yeux. C'est vrai que les astrologues aussi parlent de, non pas de voir, mais de prévoir. Oui, c'est un peu pareil. Alors c'est vrai que ce mot voir n'est pas si... Enfin, il pourrait être modifié dans sa perception, voyez-vous. Bon, les Anglais disent clairvoyant. C'est déjà mieux. Oui. Moi, j'aime beaucoup mieux déjà le clairvoyant, parce que c'est l'idée qu'on arrive à voir clair. Mais oui, à y voir apporter clair. un peu de lumière peut-être Oui. à l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on est supérieur à l'autre par rapport à l'aveugle et le voyant. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus En apaisé. plus, le mot voyant, c'est un peu porteur aussi de choses... De bazar. Voilà. Mais vous savez, les mots peuvent évoluer. Les mots peuvent évoluer. Bon, moi, je vous suis pas trop à ce niveau-là, parce que moi, je pense qu'effectivement, véritablement, les gens qui viennent voir ces personnes-là ont un problème de vision qui n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'ils voient mal les choses. Ils ne perçoivent pas bien les choses. Et ils ne décodent pas correctement autour d'eux, etc. Ils ont un problème de perception. On a tous à un moment dans notre vie un problème de perception par rapport aux événements qui nous arrivent. Donc, à partir du moment où l'émotion vient nous perturber. Donc, si on voit mal les choses, on peut aller voir un voyant. On peut aller voir un médecin aussi, ça dépend sur quoi on ne voit pas clair. Vous pensez que ça existe des gens qui voient très clairement leur vie c'est un débat, mais moi, la thèse que je soutiens, effectivement, c'est que c'est une thèse qui va peut-être vous intéresser, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un déficit quelque part chez certaines personnes, peut-être un déficit. Pourquoi tout le monde ne va pas voir un voyant? Pourquoi tout le monde ne va pas voir un tarologue ou un astrologue? C'est parce que, je vous donne un exemple. Bon, vous êtes bien d'accord que quand on est étranger à un groupe, il y a des choses qu'on ne voit pas. Hein? Vous arrivez dans un groupe que vous ne connaissez pas, surtout dans un pays que vous ne connaissez pas. Il y a des choses, il y a des signes, des attitudes que vous ne déchiffrez pas correctement. Bon. Donc, la capacité de déchiffrement, elle peut varier. Hein. Si on est dans une situation où on ne comprend pas très bien ce qui se passe, on ne comprend pas les signes que les gens, l'intonation, etc. Donc, il y a des choses qui nous échappent. Bon. Il y a des gens qui captent moins bien un certain nombre de signes, et qui donc, par conséquent, parfois se plantent. C'est-à-dire que parfois, ils n'anticipent pas correctement ce que vont faire les autres, etc. Vous parlez de morphopsychologie, il y a des gens qui font la morphopsychologie instinctivement. Hein. C'est-à-dire qu'ils voient tout de suite à qui ils ont affaire, comment ça se passe, qu'est-ce qui va se passer. La psychognomie, ça. C'est pas n'importe quoi. La physiognomie, oui, si vous voulez. Mais enfin, je veux dire, il y a des gens moi, je considère que beaucoup de gens ont effectivement certaines capacités à l'état naturel. Ou en tout cas, à l'état naturel. Bon. Et pour certaines personnes, ces personnes constatant qu'elles ne s'en sortent pas, si vous voulez, elles vont devoir recourir à un palliatif, si vous voulez, ce que j'appellerais même, à la limite, pour employer un mot un peu provocateur, à une prothèse ou une béquille, enfin quelque chose qui va compenser un manque. Donc moi je considère, et d'ailleurs c'est quand même plus à l'honneur de l'humanité, que l'humanité a des facultés assez fortes, les gens captent beaucoup de choses, mais qu'on peut aussi ne pas capter. On peut ne pas capter parce qu'on est décalé, et à partir de ce moment-là, effectivement, on dit pourquoi les autres se débrouillent bien, pourquoi ils comprennent bien ce qui se passe, et pourquoi moi je ne comprends pas bien, et à ce moment-là, on va avoir quelqu'un qui peut nous aider à pallier ce déficit. Comme un médecin, quelqu'un qui irait voir un oculiste parce qu'il voit mal. On voit mal, voyez-vous, encore une fois. Donc on pourrait parler c'est ça le métier, de la vision quelque part. Hein. Les gens voient mal. Ils voient mal ce qui se passe autour d'eux, ils se voient mal, ils comprennent pas très bien, ils prévoient mal, et par conséquent, il faut qu'ils fassent appel à quelqu'un qui peut les aider. Oui, c'est pour ça que moi je parle d'accompagnement, parce qu'on accompagne les gens sur un petit bout de leur chemin, et puis quand
quand ils ont intégré quelque chose qui ne le vise pas bien, après, bon, ils lâchent notre main et ils partent. Voilà. Donc, ça, ils ont repris cette capacité de vision qui est normale. Puis de capacité d'être, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui sont mal dans leur peau à un moment de leur vie et qui ont besoin que quelqu'un leur redonne confiance, leur explique peut-être pourquoi, recherche avec eux, des choses comme ça. Donc effectivement. Alors maintenant, donc là, on n'a pas tout à fait le même point de vue. Moi, je considère qu'effectivement, ces phénomènes médiumniques dont vous parlez, à mon avis, on les a tous plus ou moins à l'état sauvage, à l'état naturel. On capte beaucoup de choses, on sent des choses. Et il y a des gens il y a des gens, souvent, quand on est décalé, quand on arrive dans un endroit, par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup au problème des immigrés, des étrangers, etc. Il est clair que ces personnes-là sont souvent handicapées parce que elles ne comprennent pas exactement un certain nombre de choses qui sont perçues, elles n'ont pas été, disons, formées pour comprendre certaines choses. Moi, par exemple, si je vais dans un pays étranger, je m'attends à voir moins bien ce qui se passe. Il n'y a pas que les gens en situation un peu affaiblie qui consultent. Les hommes politiques, les stars consultent aussi. D'abord, vous savez, plus les enjeux c'est important, plus on peut douter de sa vision. De toute façon, donc ça c'est normal que quelqu'un qui a des très importantes décisions se pose. Il n'a pas forcément absolument. Et puis il y a des qui peuvent l'aider. Et puis d'autre part, je parle pas des hommes politiques qui se posent des questions sur ce qui va leur arriver. Je parle tout simplement de cette capacité, par exemple, à mal choisir son partenaire, à mal choisir ses collaborateurs, à mal comprendre ce qu'ils vont faire. Bon, ça aussi, c'est une prévision. Quand on rencontre quelqu'un et que on sait pas exactement comment se comporter avec lui, quelle attitude avoir avec lui, on est déjà dans un problème de carence quand on n'a pas cette capacité. La prévision, elle est. Regardez, par exemple, même quand on marche dans la rue. Si on ne prévoyait pas, on bousculerait les gens. Quand vous marchez dans la rue, vous avancez dans la rue, déjà, vous êtes censé à chaque seconde presque prévoir le comportement des passants que vous croisez. Est-ce qu'ils vont aller à gauche? Est-ce qu'ils vont aller à droite? Quelle est leur attitude, etc. C'est un acte complètement... Vous pensez que les personnes qui consultent des gens comme monsieur ou moi sont plus faibles que ceux qui ne consultent pas? Faible, c'est pas le mot faible, j'en parle. Je prends plus le mot faible. Ils sont un petit peu, oui, ils sont. Bon, posons autrement. Oui ou non, y a-t-il dans notre société des personnes qui captent moins bien que les autres? Bon. Alors, est-ce que vous avez remarqué, Jacques, si les personnes qui consultent jamais, que ça n'intéresse pas, puisque c'est normal, il y a des personnes que ça n'intéresse pas du tout, vous avez remarqué qu'ils mènent mieux leur vie que les autres? Ils réussissent mieux. Que les autres, c'est qui les autres? Que les autres. Mais les autres, c'est la minorité. Mais c'est pas les autres, c'est la minorité. Les autres, en l'occurrence, c'est le contraire. C'est les autres, c'est ceux qui consultent pas. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais je veux dire qu'effectivement, je dirais qu'effectivement, ceux qui vont voir un oculiste, c'est des gens qui voient moins bien, on est d'accord là-dessus, Bon. Vous n'allez pas me dire que ceux qui vont pas voir un oculiste ont les mêmes problèmes que ceux qui vont voir un oculiste. Bon, il faudrait quand même faut pas exagérer. Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Je réponds oui. Ça n'intéresse pas du tout de consulter des personnes comme nous ou de lire leur horoscope. Est-ce qu'ils réussissent mieux leur vie? Est-ce que pour eux, ils arrivent toujours à se tirer d'affaire? Écoutez, à partir du moment où quelqu'un accumulerait les déconvenus et les erreurs, il serait amené de toute façon, en effet, à aller consulter des gens comme ça. Non, oui, je répondrais qu'effectivement, ils se débrouillent mieux ils vont peut-être pas prévoir des accidents ou des choses énormes comme ça, mais au niveau du relationnel, au niveau du rapport à l'autre, oui, ils ont naturellement une relation qui fonctionne mieux. Oui. Alors là, moi, je suis pas du tout d'accord. Parce que s'ils sont tellement fermés
au type d'activité, que ce soit la voyance, l'astrologie ou des choses comme ça, c'est justement parce qu'ils sont en carence eux aussi de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir toujours une explication rationnelle et scientifique de tout ce qu'ils font. Ce qui fait que dans le rapport humain, déjà, ils vont se trouver forcément à un moment carencé. Bon, alors c'est un débat qu'on a, par exemple, c'est un débat qui n'est pas sans intérêt. Effectivement, par exemple, parfois je vais dans des groupes ou des réunions astrologiques, et puis je dis, tiens, comment ça se fait, il y a 95% de femmes, par exemple, dans ces réunions. Alors les gens répondent, ah oui, mais c'est parce que les hommes sont moins ceci, moins cela, etc. Moi, je réponds, effectivement, non. C'est parce que vont dans les réunions quelque part des gens qui ont un besoin par rapport à ça. Et donc un manque. Pour moi, le rapport à ces choses-là, ça correspond à un manque. Et un manque par rapport aux autres. C'est-à-dire que je dis, pourquoi je ne fais pas aussi bien que les autres pour rattraper le niveau des autres, pour voir aussi bien un oculiste. C'est grave quand si vous dites ça. Ça veut dire qu'on va bâtir sa vie seulement par comparaison avec les autres. Mais attendez, c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est quand même de développer ses capacités personnelles. Mais si quelqu'un s'aperçoit que il n'arrive pas bien à gérer sa vie, il y a des difficultés, il ne comprend pas toujours, et que les autres apparemment se débrouillent mieux que lui. Imaginons par exemple un enfant qui naisse avec une très mauvaise vue. Au début, il se rend pas compte, il sait pas que les autres voient mieux que lui. Bon, et puis petit à petit, il s'aperçoit que les autres, là où lui ne voit pas, les autres voient. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il va chercher quelque chose pour trouver une solution. Oui. Mais il s'en est pas tout de suite, il ne se rend peut-être pas compte, il s'est dit peut-être que tout le monde est comme lui. Mais déjà, il y a une chose au niveau des hommes et des femmes qui assistent à ce genre de réunion. Je ne crois pas que les hommes soient moins intéressés ou plus solides. Mais j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que environ 70% des hommes qui me téléphonent pour prendre un rendez-vous ne viennent pas au rendez-vous. Non, oui, c'est intéressant, oui. Oui, beaucoup d'hommes. Alors que les femmes, c'est pas le cas. Elles appellent, elles prennent un rendez-vous, elles viennent. Donc je pense que les hommes, s'ils font la démarche de téléphoner, c'est qu'ils y voient un intérêt. Mais soit ils ont des peurs, des hontes, des sentiments comme ça. Et... Moi, je pense qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on. Voilà. Ils ont peur qu'on dise, oh là là, c'est pas un homme parce qu'il est obligé d'aller voilà. consulter. Et même si personne ne les voit, ils ont ces peurs ancestrales en eux. Et souvent, je dis à mes enfants, j'ai un rendez-vous aujourd'hui, mais c'est un homme, donc on va voir s'il vient. Ah oui. Ouais. Mais s'il a appelé, c'est bien que ça l'interpelle. Oui, mais effectivement, il peut... Vous savez, les produits qui existent, vous savez très bien, par exemple, les gens achètent un produit parce qu'il existe, parce qu'il vient de sortir, parce qu'ils ont entendu parler, et qu'ils se disent que ça peut servir, c'est clair. Hein, c'est une technique comme une autre, c'est une technique, il y a des gens qui achètent un nouveau poste de télévision, ou une nouvelle voiture, ou je sais pas quoi, enfin je veux dire... Mais là, vous prenez des exemples très rationnels. Moi, je n'irai pas voir... Si je viens consulter monsieur, je ne le ferai pas dans le même état d'esprit que si j'achète une télé ou un produit ménager. Je le ferai d'une manière quand même beaucoup plus irrationnelle. Il y aura une envie. Et d'autre part, paradoxalement, bon, il y a quand même... quand il s'agit de savoir comment les choses vont se passer, personne, effectivement... il y a des domaines où les gens sentent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à cette question. Bon, par contre, dans tout le domaine du relationnel, du psychologique, là, normalement, il y a des gens qui, normalement, et comme disait d'ailleurs tout à l'heure très bien M. de Villeneuve, même si vous aidez quelqu'un une fois, vous n'allez pas être derrière son dos tous les matins, vous comprenez? Donc ça aussi, c'est un problème. Parce que ce sont des règles à définir dès le départ, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui deviennent très vite dépendants. On parle tout le temps des gourous et des choses comme ça, mais quand on touche les domaines, je parle encore une fois du tarot parce que je connais mieux que le reste, il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre sous notre dépendance. Mais là, c'est à nous à leur dire, quand quelqu'un veut me consulter tous les mois, fais non. Donc vous voyez bien qu'il faut bien qu'ils trouvent une autre solution. Il faut bien qu'ils trouvent en eux-mêmes cette capacité. En eux-mêmes, donc c'est pas avec le monde extérieur, comme vous disiez Comment tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure c'est par comparaison. Non, ça les oblige à trouver en eux-mêmes la réponse
ils l'ont déjà la réponse. De toute façon, une consultation réussie, c'est à partir du moment où on fait un écho chez la personne de ce qu'elle ressent en elle. Donc c'est ça qui pour moi, qui est important de développer, c'est ce ressenti personnel et ce développement de cette capacité personnelle. Mais ce rapport au monde extérieur, il est constant. Par exemple, quelqu'un, et d'ailleurs, entre parenthèses, il dépend de la société dans laquelle vous vivez. Par exemple, si vous vivez dans un quartier où tout le monde fait du jogging tous les matins, vous allez vous dire pourquoi moi je ne fais pas du jogging. Bon, si vous vivez dans un quartier où il n'y a que des vieux qui marchent péniblement, vous n'allez pas avoir de problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que par comparaison à ce qui se passe autour de vous, vous dites comment ça se fait que je ne le fais pas. Comment ça se fait que j'y arrive pas. Moi, je comprends pas ce besoin de se comparer tout le temps. Non, mais c'est... Il y a des personnes comme ça. Non, mais c'est que tout le monde soit comme ça. Mais si, la prise de conscience que il y a quelque chose à changer. Comme par exemple, vous vivez dans un endroit où tout le monde vit de manière misérable, vous n'allez pas vous poser certaines questions en disant, voilà. Ce qui est étonnant, c'est que ce que je dis passe pas. C'est clair que les gens se situent par comparaison au niveau des résultats, au niveau des chansons de choses. C'est par comparaison qu'on prend conscience. Et comme j'ai dit, par exemple, le cas sportif, quelqu'un qui vit dans un milieu qui n'est pas du tout sportif, il viendra même pas à l'esprit de dire « Oh, c'est dommage que je ne cours pas ». Et pourquoi pas? Si c'est son envie profonde. Et non, mais il ne va pas se dire qu'il n'est pas dans la norme puisque les autres ne courent pas. Moi, je dis par exemple, je discute souvent par exemple, les gens qui ne... Imaginez, vous êtes bien d'accord qu'il ne faut pas être aussi bien en bonne santé pour marcher tranquillement et pour faire du jogging, on est d'accord. Bon, donc la personne qui ne fait jamais de sport aura une idée de la condition qu'elle doit avoir sur le plan sportif ou sur le plan physique beaucoup plus faible. Elle se dira, du moment que j'arrive à marcher tranquillement, je suis en bonne santé. Bon, si elle vit dans un environnement qui est beaucoup plus exigeant au niveau de la dépense physique, elle dira, c'est curieux, j'arrive pas à faire ça, donc je suis pas en si bonne santé que ça. Si c'est parce qu'elle n'y arrive pas pour des questions de capacité, mais si elle n'y arrive pas pour des questions de goût, c'est pas parce qu'on est dans un milieu de grands sportifs qu'on est forcément obligé d'aimer faire du sport, et on peut se différencier et trouver quand même sa place. Oui, d'accord, mais sachez, c'est bien d'accord, il y a des gens qui consciemment disent, je ne suis pas concerné, mais à ce moment-là, s'ils considèrent qu'ils ne font pas de sport, ils ne vont pas s'inquiéter qu'ils n'en font pas. Voilà. Alors, s'ils ne s'inquiètent pas, donc ils ne vont pas avoir de problème à ce niveau-là. On vient de parler des gens qui ont un problème. Les gens qui ont un problème sont des gens qui, justement, trouvent que c'est pas normal qu'il leur arrive ceci ou qu'ils fassent pas cela. Il n'y a pas que des gens à problème qui viennent nous consulter. Absolument. C'est toujours quelque chose qui est de l'ordre de... si, ils ont un problème, soit ils ont un problème qui correspond à une réalité quelque part, parce qu'ils n'ont pas les outils, alors ils peuvent ne pas avoir les outils qu'il faut. Donc il y a un moment, soit on n'a pas les outils au sens externe du terme qu'il faut, soit on n'a pas les outils au sens interne qu'il faut. De toute façon, dans un cas comme l'autre, on a besoin d'un outil qui nous manque, et on va avoir quelqu'un qui nous apporte cet outil qui nous manque. Soit que ce soit interne ou externe. Si c'est externe, il peut nous proposer un produit que je vais pouvoir utiliser, soit si c'est interne, là, il va falloir quand même un certain travail avec la personne pour qu'elle puisse développer quelque chose qui ne fonctionne pas. L'évolution. Donc, moi je pense que l'évolution, elle ne naît pas qu'à cause du manque. D'accord. Mais vous ne pensez pas que c'est la base de l'être humain d'être fluctuant, d'avoir des moments où on se sent bien, on n'a pas besoin d'aide, et d'autres moments où on a besoin parce qu'on est inquiet ou parce qu'on a une décision à prendre. Et c'est humain. Il n'y a pas des personnes qui savent toujours exactement ce qu'elles doivent faire, où elles doivent aller, et d'autres qui ne le savent jamais. Ça bouge. Je vous donne un exemple au niveau linguistique, par exemple. Bon. Imaginons par exemple que vous êtes quelqu'un qui ne parle pas bien la langue française. Vous habitez à Paris, vous ne parlez pas très bien le français. Bon. Donc vous ne comprenez pas toujours tout à fait. Vous voyez que les autres personnes comprennent très bien entre eux, et vous, non. Vous dites, il faut que je fasse quelque chose pour compenser. Voyez-vous, c'est toujours par comparaison. On s'aperçoit que dans un groupe donné de gens qui fonctionnent d'une certaine manière, nous, on ne fonctionne pas comme eux. On ne capte pas comme eux. On a plus de difficultés, c'est plus lent, c'est plus difficile. Donc, il faut aller consulter. Bon, je veux pas. Le sujet a été abordé. Bon, maintenant. Positionné par rapport à un manque. Par rapport aux autres. On n'est pas toujours positionné par rapport aux autres. Quelqu'un qui a le choix à faire entre 2 emplois, par exemple,
il vient nous voir pour nous poser la question, il ne se positionne pas par rapport aux autres. Mais ces emplois, ils existent bien dans la réalité extérieure, hein, quand Oui. même. Bon. Oui, mais s'il choisit un emploi, c'est parce qu'il lui correspond, il lui apporte quelque chose. C'est pas parce que le voisin a un emploi. Si on est en comparaison permanente avec les autres, on ne vit que par rapport aux autres. Donc le voisin a une plus grosse voiture que moi, il va falloir que j'en achète une encore plus grosse. On est dans un Dans ce cas fonctionnement. précis, oui, mais si c'est des choses plus simples comme bien comprendre ce qui se passe, ou bien comprendre, ou bien faire des choix, etc. Je veux dire, c'est à tous les niveaux la notion de choix. C'est pas uniquement la question des Si voitures. quelqu'un vient parce qu'il a un chagrin d'amour, il ne vient pas non plus par rapport aux voisins ou aux copains. C'est parce qu'il a un Bon, problème. enfin, écoutez, chacun prend ses responsabilités. Moi, je crois que le problème a été posé. Vous avez réagi comme vous avez réagi. Ça n'engage que vous. Hein. Bon, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va continuer à explorer le champ de travail de Monsieur de Villeneuve qui nous reçoit. Et donc, on était assez intrigués, effectivement, par votre rapport à la chromatique de la thérapie. Mais peut-être que vous voulez parler d'autre chose avant, mais effectivement... Non, on peut parler de ça maintenant. Donc moi, j'utilise les tarots en tirage de cartes, comme on a vu, où les gens choisissent leurs cartes à l'aveugle. Mais j'utilise aussi le tarot pour un accompagnement psychologique. Alors, comment ça se passe? D'une manière très simple. Donc la personne vient en consultation avec une problématique qu'on expose, enfin qu'elle expose. Alors bon, ça peut être un problème familial, ça peut être un problème de travail, ça peut être un problème existentiel, quelqu'un qui est mal dans sa peau, quelqu'un qui travaille déjà avec un psychiatre ou un psychanalyste. Je fais une parenthèse tout de suite quand c'est le cas avec un psychiatre, un psychanalyste ou tout autre psychothérapeute. Je demande à la personne qu'elle continue avec la personne avec qui elle travaille, et mon travail à moi vient en complément parce que c'est un travail qui va faciliter le travail en psychanalyse par exemple. Donc la base de la séance, c'est un échange au départ, et ensuite à la fin de la séance, je demande à la personne de représenter la problématique du jour sur un des 22 arcanes majeurs du tarot. C'est-à-dire que je lui présente, je mets devant la personne les 22 arcanes en noir et blanc, et je lui demande de choisir l'arcane qui représente la problématique du jour. On en choisit une ou on choisit par Non, groupe de trois? Une. Je les ai mises par trois de manière à ce qu'on les ait toutes proches les unes des autres. Donc, admettons, la personne choisit le battleur. Donc, je vais lui demander pourquoi elle a choisi le battleur. Qu'est-ce que le battleur représente pour elle? Alors, en sachant que moi, là, c'est là où je me définis en tant que tarologue, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la symbolique du tarot. J'ai une connaissance de la symbolique de la carte. Donc, j'ai à la fois ma connaissance de la symbolique et le contact instinctif que la personne a. Et j'essaye de faire un lien entre les deux. Je ne vais pas lui expliquer la symbolique, hein, c'est pas le but. Mais j'utilise, alors je lui demande par exemple ce que représente la table pour elle, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qu'elle tient dans les mains, toutes ces choses-là. Et puis, pour la séance suivante, je lui donne une carte, cette fois en format 21-29-7. Qu'elle emmène chez elle. En noir et blanc. Elle l'emmène chez elle, celle qu'elle a choisie, et elle la ramène à la séance suivante, mise en couleur. À la séance vous lui donnez des crayons de couleur, non? Ah non, quand même pas. Il y a un investissement de crayons de couleur à faire. Et après, je demande, donc elle me ramène la carte. Donc je vais lui montrer une carte, par exemple, de mise en couleur. Et donc, à la deuxième séance, on va commencer par lire... Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui ne connaisse pas le tarot. Ça n'a pas d'importance. Ah non, même s'il connaît, il ne va pas être influencé. Je vais vous dire, moi je me fais une carte de mise en couleur tous les 6 mois. Donc, je connais bien et à chaque fois c'est très très parlant. La seule chose, c'est quand on fait la mise en couleur, on n'a aucune censure, on n'a aucune obligation de rapport à la réalité, c'est-à-dire que les cheveux peuvent être bleus, verts, enfin tout ce qu'on veut, la peau aussi, ça n'a pas d'importance. On se laisse vraiment aller, on met ces crayons de couleur, on prend, et quand on décide que c'est fini, même s'il reste beaucoup de blanc, même s'il y a des gens qui colorient même en dehors, enfin, tout a une signification. Donc on se laisse vraiment aller pour ça. Et puis donc on lit pourquoi telle couleur, quelles sont, par exemple ici on a une carence de rouge, on est en manque d'activité importante, et puis on descend toute la symbolique et de la carte et des couleurs qui ont été apportées. Vous voyez bien donc effectivement il peut y avoir, vous employez le mot carence quand même.
Il y a Bien des... sûr. Donc par rapport à ce qu'on pourrait attendre Là, normalement, c'est un travail il y a psychologique. une normalité quand même. Non, c'est pas une question de normalité. Chromatique quelque part, non? Non, il n'y a pas de normalité. La seule chose, c'est que dans des périodes de vie, on utilise certaines de nos capacités et pas toutes. Et là, on voit par exemple que la personne qui a fait ça manquait d'activité. Mais est-ce qu'il y a des cartes que les gens choisissent plus que d'autres? Parce que, il y a par exemple, des cartes on imagine qui mal sont quelqu'un moins qui que- prendrait la mort comme carte de base. On imagine mal comme ça, a priori. Qu'est-ce Alors, qui pourrait faire que la personne choisisse justement cette carte-là, monsieur de moi, je l'ai Villeneuve? eu très récemment pour une jeune femme qui démarrait une thérapie parce qu'elle avait besoin de tout raser, De faire table de rase. faire table rase. Il vaut Donc, mieux l'appeler la faucheuse d'ailleurs. le sans que la nom, mort. ça s'appelle Le le sans- sans nom, vraiment sans c'est la nom seule dans carte les qui n'a pas de tarots. nom. Donc c'est le sans nom. Donc vous avez remarqué que statistiquement, toutes les cartes pouvaient être servies, en fait. Oui, alors il y en a qui sont plus servies, comme vous dites, que d'autres, notamment toutes celles qui touchent le soleil, Ouais. tout ce qui touche l'étoile. Bah oui. Ouais. Le monde. L'ermite est souvent pris, le monde aussi, mais avec un petit peu plus d'hésitation. Et puis le battleur, les gens aiment bien. L'impératrice aussi, les femmes, elles choisissent pas tout de suite, mais assez souvent l'impératrice. Ah oui, oui. Donc voilà, à la fin de la deuxième séance, on a... Finalement, le motif, est-ce qu'il est important ou c'est simplement les couleurs qui sont importantes? Les deux. Ah, Les deux d'accord. sont très importants. C'est-à-dire que le même ermite revêtu d'autres couleurs pourrait signifier quelque chose de complètement différent. Là, on a quelqu'un qui est complètement introverti, qui est complètement figé avec le marron, un problème de rapport à la mer en plus, mais le manteau aurait été rouge, par exemple. Mais inversement, monsieur de Milan, si c'est les mêmes couleurs, mais sur une autre carte. Là, il faut revoir et la symbolique de la carte avec les couleurs. Ah, d'accord. Ça ne veut pas forcément dire la même chose. Parce que si vous voulez, si on met ces deux cartes par exemple côte à côte, celle-ci a une vie au dessin, simplement au dessin, qui sera complètement différente de celle-là. Ouais. Donc si elle revêt les mêmes couleurs, elle ne dira pas la même chose. D'accord, monsieur, oui. Donc pour vous montrer ce que ça peut donner sur un petit dossier, on va Voilà, dire, c'est ça. je vais vous montrer, bon, j'enlève ça, Un parcours. ça passe, un parcours. Donc j'ai un monsieur qui est venu me voir, c'est un monsieur qui avait une cinquantaine d'années. Sa problématique était qu'il est issu d'une grande famille de médecins et lui, son rêve depuis l'enfance était d'être artiste peintre. Ah oui. Et sa famille lui a bien sûr interdit de faire ça. Donc il le faisait en douce avec une grand-mère, enfin bon, il y avait tout... Et son père venait de décéder quand il a commencé ses séances chez Oui, moi. parce qu'il y a un surmoi qui s'est affaibli. Oui. Et donc là, il pensait qu'à la disparition de son père, il pourrait se remettre à peindre, ça allait le libérer. Et il n'y arrivait pas. Donc on a eu cet échange, donc il m'a parlé de sa famille dans la première séance, etc. Et je lui ai dit, vous allez choisir la carte qui vous représente vous aujourd'hui, et vous la mettrez en couleur pour la prochaine fois. Alors je vous la montre en noir et blanc, c'est-à-dire tel qu'il l'a emporté chez lui, Le chariot, donc. le chariot, et voici comment il l'a rapporté Waouh. à la deuxième séance, mise en couleur. Là je mets des guillemets parce que les couleurs c'était que du crayon noir et Le blanc. cinéma noir et blanc. Donc là, on a vraiment une transformation d'une carte qui inspire plutôt le mouvement, même si on a des difficultés à bouger avec le chariot, en une carte qui est devenue une véritable statue. Où il se Ou un représente. corbillard. Moi, je pense plus à la statue parce que c'est vraiment du marbre. Et comme il avait envie de sculpter, ça représentait vraiment aussi toute cette utilisation. Et il se représente comme un enfant, avec des chevaux qui tirent chacun de leur côté, qui ne sait pas où aller. Est-ce qu'il avait bien compris Ah oui. le jeu? Parce que et vous lui avez demandé pourquoi il n'a pas utilisé de crayon de couleur? Parce que pour lui, il n'y avait pas de couleur qui pouvait se mettre. D'accord. Donc, on a continué à travailler sur cette idée, et à la fin de la séance, il a choisi une autre carte, qui cette fois était l'ermite, qu'il m'a rapporté ensuite, mise en couleur de cette manière-là. Alors là, on a le début d'une apparition de couleurs. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a une carence de rouge qui est évidente, de vert aussi, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce gris qui était là est passé derrière. Et on a un personnage qui est en cheminement. On ne peut pas dire qu'il marche, mais enfin il chemine dans son petit chemin. Donc il y avait déjà une idée d'évolution. À la séance suivante, il s'est représenté, donc là vous voyez qu'il n'y a pas de censure, puisqu'un homme peut choisir une carte féminine pour se représenter. Et il y a un côté artistique aussi, Oui. cette carte. Oui. Donc il a choisi cette fois l'impératrice. Et vous remarquerez que toujours la couleur la plus importante, il la passe derrière ensuite. Ah oui.
Et là, on a eu une apparition des couleurs rouges et vertes. Donc là, il y avait quand même une vie qui s'était vraiment, qui commençait à se mettre en place. À partir de là, il était beaucoup plus lucide. L'impératrice, c'est quand même un personnage qui est lucide et intelligent. Et il commençait à être lucide sur sa capacité à travailler et surtout à ce qui s'était passé dans la famille. Alors je lui ai demandé, pour la séance d'après, de représenter ce qu'était sa créativité. Et là, il a ressorti la Lune, qui est quand même une des plus belles cartes au niveau de la créativité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte qui est très complexe avec 3 niveaux, un céleste, un terrestre, un aquatique, qui représente tous les niveaux de la conscience. Et à chaque fois, il y avait du rouge à tous les étages. Donc là, il y avait vraiment quelque chose qui, dans la créativité, dans la création elle-même, était en train de se mettre en mouvement. Donc je lui ai demandé, pour la séance d'après, une fois qu'il était à la fois lucide et conscient de sa créativité, comment il se sentait. Et là, il a sorti une carte de l'amoureux. Alors, je vous l'ai ressorti en noir et blanc pour vous montrer comme il a pu transformer les personnages. C'est-à-dire que la petite jeune femme, ici, s'est retrouvée parée de bijoux, de choses qui n'existent pas. Oui. Elle est dans la simplicité la plus totale en noir et blanc. Et il en a fait une femme très sophistiquée. Et quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il a représenté quelqu'un avec une couleur de peau foncée. Et bon, c'était sa part d'ombre, sa part de lumière, mais surtout ce qui était caractéristique ce jour-là, c'est ce fond rouge. Il y avait quelque chose de très agressif, comme s'il voulait hurler qui il était avec toute cette finesse, toute cette créativité, ses parts d'ombre, ses parts de lumière, etc. Donc on a travaillé sur ce besoin de reconnaissance, parce que là c'est un cri de reconnaissance. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est comment se déroule la séance? Parce que bon, admettons, alors la personne revient avec son dessin, et ça prend combien de temps d'en parler de ce dessin? Enfin, alors une séance, ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc, il faut donc imaginer que sur la base de ce nouveau dessin qui est apporté, on va alimenter 3 quarts d'heure de... Alors ce qu'on fait, c'est que le premier quart d'heure, donc il y a une lecture de cette mise en couleur. Et à partir de là, je demande à la personne, bon là, il y a une mise en cheminement. En quoi dans votre vie vous êtes en train, vous avez l'impression de cheminer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué? Et à partir de là, on reprend un échange qui était démarré sur la carte de mise en couleur, mais qui va aboutir sur d'autres choses. Donc ça va durer, enfin ça fait combien? 7, 8, 10 séances? Alors moi ce que je demande, c'est qu'on s'engage au départ sur 5 séances minimum, espacées de 15 jours. Une fois qu'on a terminé la 5e séance, je laisse libre à la personne de pouvoir continuer, de pouvoir faire une pause et reprendre, mais on fait séance par séance. Il est évident que quand je sens qu'à la 5e séance, il y a quelque chose d'important qui est au bord de se dénouer, j'insiste pour qu'il y ait une 6e séance, mais généralement les gens ne sauvent pas prier, parce qu'ils sentent que ça... Actuellement, j'ai une jeune femme qui a fait 6 séances, elle a pris rendez-vous pour la 7e, elle a appelé 2 jours avant en me disant « je suis trop bousculée, j'y arrive plus, ma vie, j'ai l'impression que je ne la tiens plus, etc. Est-ce que je peux annuler mon rendez-vous ?» Alors, je lui ai dit, je vous réponds très clairement, vous pouvez toujours, c'est votre choix, vous pouvez annuler votre rendez-vous. Mais dites-vous bien que si c'est vraiment difficile, c'est qu'il y a quelque chose qui est au bord de se dénouer. Ne renoncez pas maintenant. Si vous ratez cette séance-là, vous ne reviendrez plus. Vous n'aurez plus le courage de revenir. Donc, ou vous acceptez de faire une thérapie, et à ce moment-là, il faut accepter que ce n'est pas facile, ou vous renoncez. Mais si vous renoncez, tout ce qu'on a fait... Ça servira à rien. Ben, ça servira, mais pas jusqu'au bout. On n'aura pas été jusqu'au dénouement. Donc, c'est quand même... Alors, elle est quand même venue, finalement? Alors, elle m'a dit, ce que je vous demande à ce moment-là, c'est de la décaler d'une semaine, parce que là, je peux vraiment pas. Oui. Je lui ai dit, si on décale d'une semaine, d'accord. 15 jours, c'est non. Donc, elle a décalé d'une semaine, elle est revenue à sa séance, et elle avait fait son travail. Et elle fera une 8e séance ou non? Ah oui, ça y est, c'est le cycle est reparti. il y avait un moment, il y a un moment quand même qui est assez paniquant, on sait tous les travaux psychologiques, c'est que quand on enlève les anciens repères avant de pouvoir poser les nouveaux, là, il y a une période où on flotte un peu. Et c'est la panique quoi, dans ces moments-là. Mais ça, qu'on fasse une psychanalyse classique ou qu'on fasse un travail comme ça, c'est la même chose. Donc c'est quand même, ça implique un budget relativement important quand même de la part des patients. C'est un investissement. N'est-ce pas? Oui, c'est un investissement. Donc au début, ils n'ont pas conscience de cette... Enfin si, ils ont entendu parler de... Si, c'est clair. De toute façon, quand ils viennent chez moi... Ils savent qu'il y aura plusieurs séances. Ils savent qu'il y a plusieurs séances, et de toute façon, dès la première séance, je redéfinis exactement comment ça va fonctionner.
D'accord. Et donc, Madame Roffet, vous ne travaillez pas par des successions de séances comme ça, hein, c'est très aléatoire. Oui, c'est très différent. Là, c'est vraiment une évolution psychologique de la personne. C'est très différent. Là, ce qui m'intéresse aussi, c'est que le personnage principal, si on peut dire, qui est entre deux solutions ou deux questions, est tout en vert. Ouais. Eh bien, il est en communication avec les deux. Oui. Et il est aussi en découverte que sa racine profonde, puisque le cartouche du bas est aussi vert, oui. Sa racine profonde, elle est entre une part d'ombre et une part de lumière. Et que c'est pas en tuant l'une mais qu'il faut qu'il arrive à joindre ces deux facettes de son personnage. Et pour terminer à la dernière séance, en se représentant lui, il a choisi le mât, qui est quand même une carte d'indépendance, qui est une carte d'artistique, aussi de créativité, et il avance vers sa lumière. Il a bien fait, là, il y a une clarté qu'il n'y a pas là. Bon, il a quand même un potentiel, ce monsieur, au niveau artistique. Ah, au niveau artistique, donc peut-être qu'il y en a qui seraient moins intéressants. Juste pour finir, puis après je répondrai à votre question, si on regarde la première carte, la première séance, la dernière carte, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui s'est dénoué. Il n'y a pas, même sans connaître la symbolique des couleurs et des cartes, on voit bien qu'il y a un mouvement qui est complètement différent. Oui, effectivement. Alors pour répondre à votre question, on a parfois des... Alors c'est pas la même personne qui m'a fait ça, mais on a parfois des mises en couleur qui sont très enfermées. Donc là, c'est le trait de crayon est violent, les couleurs sont... Oui, il y a un refus. Il y a un blocage qui était vraiment important, il y avait une souffrance. Avec des gens avec qui c'est peut-être plus difficile de travailler avec eux à un moment donné. C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est au moment de la lecture, de la mise en couleur. Là, vous avez deux couleurs sur lesquelles vous attachez. Donc, c'est là où toute l'importance de la symbolique de la carte. Bon, là, c'est un homme, c'est quand même pas mal d'hommes qui, quoi que vous disiez, qui se cherchent et qui acceptent de travailler, qui avaient des problèmes de travail, d'alcoolisme, de drogue. Et je lui avais demandé de représenter le couple parental. Et ça représentait la mère. Donc, on est à la deuxième séance, la séance suivante, quand il a apporté cette carte-là, je suis reparti sur cette idée-là. Ça représente votre mère. Pourquoi votre mère est représentée que sous... Est-ce que vous enfermez, est-ce qu'elle vous enferme? Enfin, puis après, c'est tout le travail psychologique. Alors, là, finalement, on a deux approches successives qui sont totalement différentes. L'une où on voit pas les cartes et on fait un tirage, et l'autre où on choisit la carte. Donc ce sont deux temps différents. C'est deux choses qui sont complètement détachées. Mais les clients ou patients passent par ces deux stades? Pas forcément. J'ai des gens qui viennent directement en thérapie, j'ai des gens qui viennent que pour le tarot et qui ne feront jamais de thérapie avec moi. Non, ça c'est... Et c'est complètement détaché. Oui. Et quand quelqu'un est en thérapie avec moi, je ne consulte plus en tirage de cartes pour cette personne-là. C'est à elle à trouver ses réponses. Ça pourrait troubler... Oui. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'en tant que thérapeute sur cette partie, je n'apporte pas de solution toute faite. J'ouvre les pistes, je pose les questions qui vont aider la personne à aller plus loin dans sa démarche. Si on tire les cartes, la personne est en attente de notre réponse. Et là, c'est pas moi qui peux donner les réponses. Je peux juste aiguiller, pousser quand je sens que la porte est en train de se refermer un petit peu, pousser pour que ça continue. Mais c'est un travail qui est totalement différent.